Bonjour à toutes et à tous. Donc en ce mardi, on va revenir un petit peu sur tous les événements du week-end, les événements que vous avez pu suivre donc à travers donc le site internet, la page Facebook et les différents médias qui en ont parlé. C'est évidemment le dématage d'Abhilash Tomi qu'on voit ici, donc qui est un commandant de la marine indienne qui a 39 ans. Et de Gregor McGuckin, lui qui est un Irlandais de 32 ans, et tous les deux ont dématé dans vraiment une terrible tempête qui s'est abattue sur le peloton du milieu de la flotte, qui était emmené à ce moment-là par Mark Slatz. Ils étaient dans cette région-là, donc dans l'océan Indien. Et en fait, il y a une tempête qui s'est développée, on l'avait vu venir un petit peu là, trois jours avant. Il y avait eu un message d'alerte qui avait été envoyé par l'organisation pour demander donc à ses concurrents de filer vers le sud. Mais le système a eu un développement qui était un petit peu inattendu, et en fait il s'est mis à encercler à la fois Mark Slatz, Abhilash Tomi et Gregor McGuckin. Et donc là, ils se sont retrouvés dans des conditions de navigation vraiment dantesques. Et ça a commencé à vraiment s'aggraver à partir du vendredi matin. On a eu un premier message de Gregor McGuckin qui nous faisait part dans la matinée du bris de son mât d'artimon. C'est le mât qui avait à l'arrière du bateau, c'est des ketchs, donc des bateaux avec deux mâts. Ça, c'était le premier message. Et on a eu un deuxième message après, mais là qui concernait Abhilash Tomi, et lui qui faisait part aussi d'une fêlure dans la baume de son mât d'artimon également. Donc là on a compris que ça tapait très fort sur les bateaux. Et aux environs de 13h, enfin même à 13h01 exactement, je crois qu'on a eu un message de Gregor McGuckin qui nous expliquait qu'il avait chaviré. Il avait chaviré, mais bon, lui, ça allait, le bateau s'était redressé, mais le mât était brisé, il avait dématé. Donc, on était dans une situation qu'on appelle de code orange, où ça veut dire que, en fait, la situation est critique, mais le skipper est toujours en mesure de se débrouiller, de faire avancer son bateau et d'établir un gréement de fortune. Simplement, 1 heure après, on a eu un message texte beaucoup plus alarmant d'Abhilash Tomi, qui lui précisait qu'il avait été roulé par une vague également, qu'il avait dématé, mais lui, il était dans une position beaucoup plus difficile dans la mesure où il souffrait beaucoup du dos et qu'il ne pouvait pas quitter donc la couchette qu'il avait réussi quand même à rejoindre. Donc il était dans cette position immobile au milieu de cette tempête. Et ce qui a été vraiment très angoissant pour nous, qui suivions évidemment les choses d'extrêmement près, c'est qu'on n'a pas eu de nouvelles pendant tout un moment. Je crois que le laps de temps était quasiment de 24 heures, donc là on était évidemment très inquiets, et c'était évidemment là une situation de code rouge, de détresse. Alors c'était une situation de code rouge, mais il n'y avait pas eu d'hyperbe de déclencher. Donc là, à partir de ce moment-là, on a prévenu toutes les autorités compétentes dans le domaine. Et là, il se trouvait que c'était le RCC de Canberra, donc le RCC australien, qui était responsable de cette zone-là dans laquelle les deux bateaux avaient chaviré. Donc à partir de ce moment-là, il s'est déclenché tout un tas de procédures. Et ce qui est vraiment notable, ce qui est vraiment important de noter, c'est qu'il y a eu une collaboration de différentes organisations de secours qui touchaient à la fois l'Australie, l'Inde et la France. C'était vraiment une combinaison internationale à la fois de bateaux et d'avions. Donc il y a une première fois, il y a un avion qui a été envoyé de l'Inde et qui allait se poser à Madagascar pour se rapprocher de la zone de difficulté. Ensuite, il y a eu un avion qui a été envoyé de Perth jusqu'à La Réunion. Et il y a un troisième avion qui a été envoyé, lui, pour faire une reconnaissance et qui est revenu directement à Perth, de façon à pouvoir situer exactement le bateau et pouvoir continuer à organiser la suite des opérations. Alors la suite des opérations, ça a consisté à essayer de trouver quel était le bateau le plus proche et qui était capable d'intervenir
le plus rapidement sur place. Alors rapidement, dans ces zones-là, ça veut pas forcément dire grand-chose parce que les zones sont très étendues et on va dire que la densité en termes de bateaux est très très faible. Donc il s'est avéré que le bateau le plus proche était un bateau français, l'Osiris, qui est en fait un patrouilleur qui en fait surveille la pêche illégale éventuellement dans ces zones voilà, proches de l'Antarctique. Et c'est lui qui s'est dérouté pour essayer de rejoindre le point donc de chavirage d'Abilash Tommy, tout en sachant qu'il ne pourrait pas le rejoindre avant 3 jours, considérant que la météo était vraiment très compliquée et qu'il ne pouvait pas avancer à plus de 4 nœuds. Donc voilà, c'était la situation à ce moment-là. Pour revenir sur la tempête, le témoignage de Mark Slatz, lui qui a survécu à la tempête et qui était dans la même zone, il a expliqué que c'était vraiment lui l'expérience la plus terrifiante qu'il était amené à vivre, et il a pourtant déjà navigué dans ces endroits-là, il a traversé l'Atlantique à la rame. Bref, il avait un référentiel d'aventurier quand même assez solide. Il a été projeté plusieurs fois à l'intérieur de son bateau par des vagues jusqu'à ce qu'à un moment donné il soit même poussé hors du bateau. Il a été sauvé par son harnais de sécurité. Il y a une vague qui a éclaté la porte de sa descente et après il y avait 60 cm d'eau dans le bateau. Enfin bon, c'est pour vous donner un petit peu une idée de l'environnement dans lequel il était. Et la mer était vraiment démontée, et ça c'était dû au fait que le système dans lequel ils se sont trouvés était extrêmement violent, et la rotation rapide de ce système-là a fait que les vents ont tourné très très vite. Et dans une mer de 15 mètres, quand vous avez pendant 1 heure du vent qui souffle du nord très très fort et qu'une heure après ça souffle du sud, ça lève une mer complètement désorganisée qui est très très difficile à appréhender, contre laquelle il est difficile vraiment de se défendre. Donc ils n'ont vraiment pas eu de bol, ils sont vraiment tombés sur un système très très méchant. Mais bon voilà, dans ces zones-là, malheureusement, ça représente un risque. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est que sous gréement de fortune, Grégor a essayé lui de se rapprocher de la zone dans laquelle avait dématé Abilash Tommy. Uku s'est dérouté un petit peu aussi, en tout cas a pris la direction d'Abilash Tommy. Lui, il était encore à 400 000. Grégor était à environ une centaine de milles, et lui, il a réussi à établir un gréement de fortune dès le lendemain, et il s'est dirigé à une moyenne de 2 nœuds à peu près vers Abilash. Donc ça, c'était à peu près la situation à ce moment-là. Ensuite, ce qui s'est passé finalement, c'est que donc, le bateau Osiris a réussi à rejoindre Abilash Tommy, et ça c'était en fait hier matin. Ils ont été récupérés hier matin en début de matinée, et donc c'est un bateau. Alors ce qui est assez intéressant pour l'anecdote, c'est que ce bateau Osiris donc est un ancien bateau de pêche qui avait été réarmé pour devenir patrouilleur. Il avait été réquisitionné, en fait, c'était un bateau pirate pendant tout un moment, et il avait été réquisitionné justement par la marine pour devenir un bateau de patrouille. Il a été construit en 1968, ce qui est donc la date du premier Golden Globe, et quand il a été dérouté, en fait, il était en route vers la Réunion pour être démantelé. Donc finalement, son dernier trajet lui aura permis de sauver, ou en tout cas de récupérer deux marins. C'est une belle fin de carrière, et c'était suffisamment anecdotique pour le mentionner. Bref, ils ont été récupérés donc sur ce bateau Osiris. Pendant le moment de la récupération, la mer était quand même relativement importante encore. Il y avait 5 mètres de creux et 15 à 20 nœuds de vent. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont descendu un petit semi-rigide donc le long du bateau, et ils sont allés chercher Abilash. Donc ça, c'était la première récupération. Donc à ce moment-là, il réussissait à parler, il était toujours conscient. Donc après quand même plusieurs jours sans manger et en buvant seulement de l'ice tea, a priori qu'il vomissait aussitôt qu'il
qu'il ingérait et qui provoquait des grosses douleurs dans sa poitrine, c'était quand même plutôt rassurant de le voir à la fois éveillé, conscient et capable de parler. Donc ils ont été récupérés sur le bateau Osiris. Alors donc il y avait deux avions qui tournaient en permanence autour de la Seine pour aider donc les secours. C'était un avion. Il y avait deux avions, un avion australien, un avion indien. Donc voilà, ça c'était une façon de revenir aussi sur la coordination internationale de cet événement. Et donc le bateau Osiris s'est dirigé vers la petite île d'Amsterdam, en fait, qui est une île où se déroule pas mal de recherches scientifiques, qui est une île française, et qui est en mesure d'offrir donc tout un suivi médical. En tout cas, il y a une structure médicale suffisante pour faire des examens et des rayons, etc. Et donc actuellement, à l'heure où je vous parle, Abhilash Tomy est en train d'être examiné et on devrait avoir des nouvelles de lui aujourd'hui, sinon demain matin au plus tard, et on espère qu'elles seront bonnes évidemment. J'ai oublié de vous signaler aussi que dans cette opération de sauvetage, finalement, Gregor McGuckin a été récupéré également. Alors, il avait au départ planifié plutôt d'établir son gréement de fortune et de rejoindre donc l'Australie, mais la distance était telle que, et en plus, bon, il avait quand même, à la fois, il avait plus de moteur. Il avait plus, parce que son gasoil avait été contaminé dans le retournement du bateau. Il n'avait plus de moteur, il n'avait plus de régulateur d'allure donc pour l'aider à diriger le bateau. Et donc il était sous gréement de fortune avec un seul tangon. Alors logiquement le gréement de fortune s'établit avec deux, mais il y a un tangon qui a disparu dans le chavirage. Donc il était dans une situation quand même, on va dire, très à risque. Très potentiellement dangereuse vu la longueur de la distance et vu la zone dans laquelle il évoluait. Donc il a pris la décision finalement d'embarquer à bord d'Osiris aussi. Il était à une trentaine de milles au moment du chavirage, au moment de la récupération d'Abhilash Tomy. Donc il était sur le chemin retour du bateau et finalement il est embarqué également. Et pour conclure, donc les deux marins sont actuellement sur l'île d'Amsterdam. Il y a un bateau qui est parti le samedi d'Australie, de Perth, et qui est en route actuellement vers l'île et qui devrait les récupérer une fois qu'ils auront passé tous leurs examens médicaux, qui devrait rejoindre l'île d'Amsterdam. Voilà. Alors a priori aux alentours du 27 septembre. Et qui va les ramener donc en Australie, parce qu'aucun avion n'est capable de se poser sur cette petite île qui fait simplement 53 mètres carrés, donc ils sont obligés de repartir en avion, parce que c'est le seul, en bateau, pardon, parce que c'est le seul moyen, en tout cas suffisamment rapide, pour couvrir une telle distance. Donc voilà en gros la situation. On attend des nouvelles d'Abhilash Tomy, évidemment, avec impatience. On remercie évidemment grandement tous les gens qui ont œuvré à la récupération de ces deux marins et qui ont fait que tout ça se finisse bien. Alors évidemment toujours en attendant des nouvelles d'Abhilash un peu plus précises pour avoir un bilan complet de ces blessures. Mais en tout cas, ça a été un week-end évidemment chargé en émotions, notamment toute la période où on a dû attendre des nouvelles d'Abhilash. Là, c'était quand même très très angoissant. Heureusement, voilà, tout ça se termine plutôt bien. Et on remercie vraiment tous les gens, tous les services de secours qui ont été à la fois très professionnels et très investis, évidemment comme ils le sont toujours, mais on peut se dire que sans le professionnalisme et sans l'organisation mise en place par les différents États en fonction des zones de surveillance, on n'aurait sûrement pas obtenu le même résultat. Donc bravo à tout le monde, merci à tous pour l'aide que vous avez pu nous apporter au sein de ces structures. Et voilà, maintenant la course continue. C'était vraiment un phénomène météorologique extrême
dont la puissance était vraiment inattendue. Donc on peut espérer que ça ne se reproduira pas. Voilà, donc merci beaucoup, merci à tous, merci d'avoir écouté ce petit rapport, et puis donc on va continuer, nous, maintenant, à vous raconter la course, et puis on se prépare à partir pour la Tasmanie, parce que Jean-Luc Vandenette s'en rapproche. On part vendredi en avion, et on y sera à peu près pour le 1er octobre, et Jean-Luc, aux dernières nouvelles, est attendu aux alentours du 3. Donc à ce moment-là, on vous donnera des nouvelles, et on aura enfin des images des marins, voilà, dans le sud de Hobart, en Tasmanie. À bientôt, merci.